Rust issues, starter motor issues. I don't know whether it runs, so it boils down to numbers. Mum and Dad have dropped by to see how the work on the farmhouse is going. Après son divorce très médiatisé, Aunt Anstead se confie enfin, et sans retenue. La star de Wheeler Dealers est restée discrète pendant une grande partie de l'effervescence médiatique, mais il partage aujourd'hui des réflexions crues et sincères sur son parcours, traversant la porte, l'épanouissement et la reconstruction. De la coparentalité au tournant inattendu de sa vie, les révélations franches d'Aunt révèlent un côté inédit aux fans. Quelles leçons a-t-il apprises et que pense-t-il de la vie sous les projecteurs aujourd'hui? Préparez-vous à un aperçu révélateur de la véritable histoire qui se cache derrière les gros titres. Aunt Anstead n'a pas commencé sa vie entourée de voitures rapides ou d'écrans de télévision. Il est né dans la ville animée de Plymouth, dans le Devon, fin mars 1979 et a passé ses premières années à Ely, une petite ville où tout allait plus lentement. Mais à Dixon, sa famille décide de déménager dans le Hertfordshire. Pour le jeune Aunt, c'est comme entrer dans un nouveau monde, plein de rues et de visages inconnus. Pourtant, son esprit s'abandonne déjà aux roues, au moteur et à l'excitation de construire quelque chose de rapide et de fougueux. À 6 ans, Aunt ne rêvait pas seulement de voiture. Il s'est lancé et en a construit une. Son premier kit-car est sorti de son garage et s'est vendu très vite. L'argent était une belle récompense, mais pour Aunt, c'était bien plus qu'une question d'argent. C'était le bonheur de créer quelque chose, le début d'une passion. Peu après, il récupéra une vieille MG et la restaura. Ça y est, pensa-t-il probablement. C'est ce que je suis censé faire. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Au lieu de se lancer directement dans l'automobile, Aunt a fini par intégrer les forces de l'ordre. En 1999, il a rejoint la police du Hertfordshire, patrouillant à Bishop Stortford et Cheshunt. Les journées se sont transformées en longues gardes, et Aunt a finalement rejoint l'unité tactique des armes à feu de Welwyn Garden City. Il y eut même une époque où il monta la garde pendant 3 jours auprès du célèbre John Duffy, le meurtrier du chemin de fer. Cette expérience le marqua profondément, des ombres qui ne disparurent jamais complètement. Malgré tout, durant ces moments difficiles, Aunt reçut 2 distinctions pour son courage. Courage, ou peut-être simplement obstination, se serait-il dit, car il était du genre à faire ce qu'il fallait sans hésiter. Mais en 2005, l'attrait de sa première passion, l'amour des voitures, était trop fort pour être ignoré. Il était temps de passer à autre chose, pensa-t-il, troquant l'uniforme et l'insigne qui avait si longtemps fait partie de sa vie. Après cela, il se consacra à la construction et à la restauration de voitures, chacune d'elles étant un terrain propice à sa créativité et à son talent. Son petit garage bourdonnait de bruits de moteur et d'odeurs d'essence. Son petit monde, loin de la vie qu'il connaissait. Il prenait également le temps de jouer au football semi-professionnel entre 2 constructions, alternant gardien de but et attaquant lors de plus de 700 matchs. C'était juste une autre facette de lui-même, une échappatoire, une occasion de courir, de transpirer et de marquer. Puis, en 2014, une opportunité inattendue s'est présentée à lui. Aunt s'est retrouvé à la télévision. Il a créé sa société de production et lancé les voitures les plus chères du monde. Channel 4 lui a proposé de co-animer Pour l'amour des voitures, aux côtés de Philip Glenister. Aunt a saisi l'occasion, conscient qu'il s'engageait sur une nouvelle voie, loin de la vie qu'il avait connue auparavant. Cela lui a donné encore plus de spectacles, de nouveaux visages et de nouveaux défis. Mais malgré tout, il a conservé sa détermination tranquille, affrontant chaque rebondissement avec le même cran qui l'avait autrefois aidé à surveiller un meurtrier. En 2017, un autre appel l'a conduit de l'autre côté de l'océan. Les concessionnaires Wheeler avaient besoin d'un nouvel animateur, et Aunt fut sollicité pour remplacer Ed China, un rôle lourd de conséquences. Il déménagea donc aux États-Unis avec sa famille. Pendant un temps, la vie semblait se calmer. Les concessionnaires Wheeler ont débuté avec un concept simple, redonner vie à de vieilles voitures et leur donner une seconde chance sur la route. L'histoire s'articulait autour de Mike Brewer, un passionné d'automobile et ancien concessionnaire à la recherche de voitures anciennes, prêtes à être restaurées. À ses côtés, Ed China, un mécanicien talentueux qui a travaillé sur la série pendant 13 saisons. Puis Aunt Anstead a pris le relais de la saison 14 à la saison 16. Et plus tard, Mark Priestley s'est joint à eux. Chacun a apporté sa touche personnelle et a apporté quelque chose de nouveau à chaque projet.
Daniel Allen et Michael Wood étaient les cerveaux derrière l'émission Databoy TV, qui a toujours eu un faible pour les voitures. Wheeler Concessionnaire était pour eux un rêve devenu réalité. Une émission simple pour les passionnés d'automobile, qui a rencontré un franc succès. La première saison a débuté en 2003 et Brewer a travaillé voiture après voiture avec une seule mission: trouver la beauté cachée sous toute cette rouille. À partir de la saison 5, les choses ont quelque peu changé. Brewer et China ont parcouru l'Europe à la recherche de voitures classiques rares et oubliées. La route a ses trésors, disait Brewer, à la recherche de ces trésors cachés. Au fil du temps, le budget de la série est passé de 1,0 livre pour la première saison à 20,0 livres pour la saison 11. Dans la saison 12, l'équipe des concessionnaires Wheeler a déployé ses ailes aux États-Unis, louant un atelier sous le soleil de Huntington Beach, en Californie, où ils ont transformé de vieilles reliques poussiéreuses en superbes classiques. Pourquoi expédier la voiture de l'autre côté de l'océan? A plaisanté Brewer un jour. Quand on peut simplement travailler ici, cela a marqué le début d'un nouveau chapitre, le soleil californien illuminant chaque projet. Mais la série est restée fidèle à ses racines, même dans ce nouveau lieu. Dans chaque épisode, Brewer trouvait une voiture, la conduisait au garage et laissait le mécanicien prendre le relais. Il se lançait directement dans le vif du sujet, découvrant ce qui devait être réparé et remettant chaque détail en état. Chaque voiture avait sa propre histoire. Par exemple, une Ferrari Dino 308 GT4 pouvait nécessiter un budget de 10,0 livres, ce qui témoignait de son caractère exceptionnel et des travaux nécessaires pour la remettre en état. Le budget couvrait les pièces, les outils et parfois une aide supplémentaire, mais le mécanicien prenait le temps de faire le travail lui-même, car c'est à cela que servent les concessionnaires Wheeler. Ces gens, avec leurs boîtes à outils à la main et leurs doigts gras, voulaient s'attaquer aux choses seuls, mais avaient besoin d'un peu de soutien de temps à autre. L'émission était fière de chaque petit détail. Brewer a partagé des anecdotes intéressantes sur l'histoire de chaque voiture, ses caractéristiques uniques et ce qui les distinguait. Les spectateurs ressentaient donc la pression de chaque projet, de chaque défi et de chaque décision à prendre, réparer ou laisser tel quel. Le moment où Brewer et le mécanicien effectuaient le dernier essai était toujours une victoire discrète, suivie de l'attente tendue d'un acheteur. La vente était toujours un mélange d'émotions. « Ten's le man », disait Brewer à l'acheteur, l'air soulagé mais triste. « Tu viens d'acheter une, et d'une poignée de main ?» La voiture était partie. Comme toute bonne histoire, les concessionnaires Wheeler avaient leur lot de surprises. Ed China a révélé des secrets de fabrication lors d'interviews, avouant que toutes les ventes n'avaient pas eu lieu au moment de leur apparition. « J'ai encore les 2 Cadillacs de la série », a-t-il admis, suscitant la curiosité des fans. Les concessionnaires Wheeler ont également donné naissance à d'autres séries dérivées, comme Trading Up, où Brewer parcourait le monde pour vendre des voitures afin de se rapprocher de la voiture de ses rêves. Il y avait aussi Dream Car, où Brewer et le mécanicien Mark Elvis Priestley aidaient les clients à conquérir le véhicule de leurs rêves. Chaque véhicule, chaque vente, chaque instant n'était qu'une étape supplémentaire du long parcours des concessionnaires Wheeler. Au fil des ans, les concessionnaires Wheeler sont devenus un lieu de prédilection pour les passionnés d'automobile. Grâce à son talent pour dénicher les bonnes affaires, Mike Brewer s'est plongé dans d'innombrables lots, sauvant des voitures à peine sorties de l'eau, redonnant vie à des véhicules d'occasion et à des rêves brisés. Son talent pour dénicher des pièces rares faisait de lui bien plus qu'un simple revendeur. Il était un véritable héros pour les machines oubliées, quelqu'un qui voyait la beauté là où d'autres ne voyaient que de la rouille. Ces voitures ont tellement plus à offrir, déclarait-il avec passion, comme si chaque véhicule avait une histoire à raconter. Et puis il y a Ed China, ce gentil géant aux mains grasses et à l'esprit brillant pour la mécanique. De la série 1 à la série 13, il était l'homme de référence pour la restauration automobile. Guidant les téléspectateurs à travers les subtilités de la réparation d'une voiture de collection, Ed ne se contentait pas de réparer des voitures. Il apportait une compréhension fondamentale du processus, partageant des trucs et astuces comme de petits secrets qu'il était sincèrement ravi de partager. Pour les fans, l'honnêteté et le savoir-faire d'Ed faisaient de chaque épisode une véritable leçon de mécanique plutôt qu'un simple épisode de restauration. Mais en 2017, la situation a basculé au garage Wheeler Dealers. Le 21 mars, Velocity annonçait le départ d'Ed pour se consacrer à d'autres projets. Pour ceux qui le suivaient, l'histoire était plus complexe.
Ed sentait que la chaîne souhaitait alléger les aspects techniques qu'il apportait à l'émission. « Je ne pouvais pas faire de compromis », a-t-il déclaré plus tard aux fans. Une déclaration à laquelle tous ceux qui se soucient de leur travail pouvaient s'identifier. Puis Antenstead a pris le relais pour la saison 14, apportant son talent, mais devant remplacer un personnage qui manquait aux fans. 3 ans plus tard, en 2020, la série a pris un nouveau tournant lorsqu'Ant a annoncé son départ. Parfois, il est temps de passer à autre chose, a-t-il posté sur Instagram, ces mots touchants. Mark Elvis Priestley a pris la relève lorsque les concessionnaires sont revenus au Royaume-Uni. Ant a néanmoins fait quelques apparitions, un visage familier, mais différent. Cependant, la série a déménagé au Royaume-Uni 3 ans plus tard sans lui. Ant a décidé de rester auprès de son jeune fils, Hudson, désormais profondément ancré dans la vie américaine. « Je n'irai pas là où il ne peut pas », pensa-t-il, un père qui savait où était sa place, même si cela impliquait de laisser tomber la série. Dans sa vie personnelle, Ant a connu son lot de chagrin d'amour. Son premier mariage avec Louise lui a donné 2 enfants, Emily et Archie, mais ils ont fini par se séparer. Puis il a rencontré Christina Haack, une star de la télévision américaine, et leur relation fulgurante a abouti à leur mariage en 2018. Ils ont accueilli leur fils, Hudson, 1 an plus tard, mais en 2020, ils étaient séparés et en 2021, ils avaient divorcé. Parfois, l'amour ne fonctionne pas comme on le souhaite. Inédit, aurait-il pu murmurer, un père apprenant à nouveau à gérer la coparentalité. Et alors que la situation semblait calme, un autre chapitre inattendu s'est ouvert. Ant a sympathisé avec l'actrice Renée Zellweger, et leur complicité les a surpris. D'un projet télévisé commun, une complicité et une compréhension profonde ont émergé entre eux. Malgré les hauts et les bas, Ant est resté concentré, consacrant son temps au Fonds Harrison, une association caritative qui lutte pour un remède contre la dystrophie musculaire de Duchenne. C'était une cause qui lui tenait à cœur. Un indice qu'il y a toujours quelque chose de plus grand, quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre, au-delà des feux rouges et des voies rapides. Christina Mersinga Haack, quant à elle, née sous le soleil d'Anaheim, en Californie, a grandi là où les rêves se concrétisent souvent. Elle avait une sœur cadette, Carly, née 10 ans plus tard. Christina a obtenu son diplôme du lycée Canyon en 2001. Peu de temps après, elle s'est lancée dans l'immobilier après avoir intégré l'Université d'État de San Diego, pleine d'espoir et d'énergie. Elle ignorait les rebondissements qui l'attendaient, une vie à la fois exaltante et déchirante. En 2005, Christina a rencontré Tarek El Moussa. À l'époque, ils n'étaient que de jeunes agents immobiliers qui se croisaient chez Prudential. Incroyable! Travailler côte à côte, construire quelque chose à partir de presque rien, s'est-elle probablement dit lorsqu'ils se sont associés pour créer le groupe El Moussa. Ensemble, ils se sont lancés à l'assaut du marché sud-californien, s'y sont implantés et ont tracé leur voie. Mais lorsque le krach boursier de 2008 a bouleversé leur vie du jour au lendemain, leur entreprise florissante a connu un déclin brutal. Ils sont passés d'une maison à 60 $ par mois à un appartement à 700 $, économisant chaque centime pour joindre les deux bouts. « Nous sommes plus forts que ça », aurait-elle pu murmurer, refusant de renoncer à ses rêves. Avec détermination, ils ont continué d'avancer. En 2010, Christina et Tarek ont acheté leur premier bien immobilier d'investissement, une simple maison à Santa Ana, en Californie, pour 115 $. Ils l'ont revendue et ont réalisé une belle plus-value. Force de cette petite victoire, ils ont étendu leur activité en investissant dans des maisons partout en Arizona et au Nevada. Mais parfois, le succès apporte aussi des changements. En 2018, le groupe El Moussa n'était plus dissous. Tarek a commencé son aventure en rebaptisant Tarek et Associés. Mais juste avant que cette porte ne se ferme, une autre s'est ouverte. En 2011, Tarek a filmé une petite cassette d'audition pour HGTV sur un coup de tête. Il ne se doutait pas que cela allait tout changer. HGTV a apprécié ce qu'ils ont vu et, en 2013, Flip or Flop a été diffusé pour la première fois. Chaque épisode était un mélange d'espoir, de revers et de surprise, tandis qu'ils s'attaquaient à une maison après l'autre, construisant ainsi leur réputation. La vie de Christina était en train de changer. En 2018, elle a même diversifié ses activités et lancé son émission, Christina on the Coast. Curieusement, la maison qu'elle rénovait était désormais la sienne après son divorce. La vie continue, aurait-elle pu dire, ramassant les morceaux d'une vie qu'elle pensait durable. Saison après saison,
Elle a travaillé dur et concentré ses efforts, retrouvant une part d'elle-même dans chaque projet. La deuxième saison a été diffusée en janvier 2020, poursuivant la nouvelle vie qu'elle construisait lentement. Christina a eu son lot de moments sous les projecteurs, montant sur scène au Daytime Emmy en 2017 et apparaissant même dans HGTV Magazine et People. Mais la célébrité s'accompagne souvent de stress, et la vie à la maison l'a épuisée. En 2016, un incident bouleversant a secoué leur famille lorsque Tarek a quitté leur domicile avec une arme de poing, retrouvée plus tard par la police sur un sentier voisin. Il a affirmé être parti en randonnée, important l'arme par sécurité. Cependant, les papiers du divorce furent déposés l'année suivante et, début 2018, leur mariage était terminé. Face à tous ces changements, Christina s'est retrouvée dans une nouvelle phase. Elle a rencontré l'animateur de télévision anglais Ant Anstead et, en décembre 2018, ils se sont mariés. Ils ont eu un fils, Hudson, en septembre de l'année suivante. Ils semblaient heureux, peut-être même satisfaits, mais en 2020, des fissures ont commencé à apparaître, conduisant à l'annonce de leur séparation. En juin 2021, ils étaient officiellement divorcés, mettant fin à leur relation brève mais intense. Au milieu de sa vie trépidante, Christina a également dû faire face à des problèmes de santé. Elle a partagé son expérience dans son livre « The Wellness Remodel », paru en 2020, où elle s'est confiée sur ses troubles auto-immuns et sur la difficulté de tout gérer tout en élevant une famille. Elle a même commencé à travailler sur une ligne de meubles, Christina Home, et une collection de revêtements de sol en vinyle. Mais rien n'a été facile, surtout lorsqu'on lui a diagnostiqué une intoxication au mercure et au plomb en 2022. Pensant que c'était dû à ses années de rénovation immobilière, elle a cherché des traitements alternatifs, espérant retrouver des forces. Puis, pleine d'espoir, elle a rencontré l'agent immobilier Joshua Hall. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie discrète en 2021, suivie d'une célébration à Hawaï un an plus tard. Mais la vie ne s'est pas arrêtée là. En 2024, ils ont eux aussi annoncé leur séparation, clôturant un nouveau chapitre. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, pense-t-elle, face à un nouvel adieu. Passons maintenant au véritable sujet de préoccupation. Après son divorce, Tante Anstead prend enfin la parole. Dans une situation quelque peu contrastée, Tante Anstead a enfin évoqué sa récente séparation avec Christina. Après avoir gardé le silence pendant un moment, la star britannique a partagé sur Instagram le 26 septembre un message touchant qui a touché de nombreuses personnes. « J'ai gardé le silence tout en gardant espoir. Je prie pour que le choix de Christina lui apporte le bonheur », a-t-il déclaré, avec une touchante photo en noir et blanc d'eux ensemble. C'est la première fois que ma tante parle ouvertement de leur rupture, ce qui rend cette situation déjà difficile encore plus triste. Ce moment l'a frappé, lui et le public, comme un coup de poignard, car personne n'avait prévu une telle chose de la part d'un couple autrefois admiré du public. La nouvelle est tombée une semaine seulement après l'annonce de leur séparation par Christina dans un message publié le 18 septembre. « Ma tante et moi avons pris la décision difficile de nous séparer. Nous apprécions votre soutien et demandons un peu d'intimité pour nous et notre famille pendant que nous réfléchissons à l'avenir, » a-t-elle confié. Toutes deux ressentent le poids de ce choix et cherchent un peu d'espace pendant qu'elles réfléchissent à la suite. Sa tante avait fait une pause sur les réseaux sociaux avant de finalement partager ses sentiments, suggérant qu'il avait dû traverser beaucoup de difficultés pendant cette période. Quand Christina pensait à son mariage, elle évoquait ses sentiments mitigés. Elle disait qu'elle n'avait jamais vraiment voulu être sous les feux des projecteurs, mais qu'elle était reconnaissante des expériences que cela avait entraînées. Pourtant, elle ne pouvait ignorer la douleur qui accompagnait ces moments. Après presque 2 ans de mariage, ils décidèrent de se séparer, et leur premier fils naquit en septembre 2019. Malheureusement, des problèmes familiaux commencèrent à s'installer peu après. C'est dur de voir un couple autrefois si heureux affronter une rupture aussi difficile. Christina semble sincèrement dévastée par cette séparation. Malgré sa force, la décision n'a pas été facile pour eux. Les relations peuvent être comme une bougie. Elles peuvent briller, mais s'éteindre quand le vent souffle trop fort. Voir ce couple, autrefois si joyeux, suivre des chemins différents nous rappelle à quel point l'amour peut être délicat. Pour les fans du couple, il est difficile de suivre le cours de cette triste histoire. On ne peut s'empêcher d'espérer qu'un jour, ils auront peut-être l'occasion de se remettre ensemble. Après tout, chaque fin est en quelque sorte un nouveau départ. Nous ne pouvons que souhaiter à Christina et Ant le meilleur pour ce nouveau chapitre incertain de leur vie.
C'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.